est 12h36, donc je propose qu'on commence. Ouais. On commence aujourd'hui une série de séminaires de vulgarisation scientifique sur les activités des acteurs de notre école, de Polytech Paris-Saclay. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs sur chaire comme Clément. Donc, ce sont vos collègues ou vos enseignants, s'il y a des étudiants connectés aujourd'hui, je pense qu'il y en a. Et en tout cas, c'est le but, d'accueillir beaucoup d'étudiants également. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clément Favet. Alors, Clément est un ancien de Polytech. Il a été diplômé en 2014 de la spécialité PSO. Il a fait, après ce diplôme de notre école, il a fait 3 ans de thèse avec René Farcy au laboratoire Aimé Cotton, 2015 à 2018, sur la contribution à la profilométrie optique pour la sécurisation de déplacement de fauteuils roulants électriques. Donc, il est maintenant lauréat avec René Farcy de la chaire Handicap et Technologie de la Fondation Paris-Saclay. Il continue ses travaux de recherche qu'il avait entamés en thèse et il va nous présenter son activité maintenant. Donc, je te laisse partager ton écran, Clément. Merci. Ok, alors je vais me mettre en grand et je vais déplacer ce truc-là. Est-ce que tout le monde me voit correctement, l'écran? J'imagine que oui. Je sais pas de Moi, retour. je le vois bien, donc je pense que les autres aussi. Ok, ça roule. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Pascal, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche, à savoir le développement d'un dispositif de sécurisation des déplacements pour fauteuils roulants électriques. Et dans un second temps, je vous présenterai donc la chaire Handicap et Technologie Polytech Paris-Saclay, dont je suis le porteur et qui est en fait la structure universitaire de recherche affiliée à Polytech qui nous permet de mener à bien ces travaux et d'autres, comme on le verra par la suite. Alors, la présentation va se dérouler de la manière suivante. Je vais faire une introduction à la thématique et aux spécificités des handicaps avec lesquels nous travaillons. Puis, je vais vous présenter la solution que nous sommes en train de développer, tant d'un point de vue un petit peu philosophique que d'un point de vue technique. J'illustrerai cette solution à travers des résultats vidéo. Puis, je vais discuter avec vous des perspectives d'évolution, quel est notre présent, quel est notre avenir. Et enfin, en parlant d'avenir, je vais vous parler un petit peu de la chaire Handicap et Technologie, comment elle a été créée et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette chaire. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler ensemble de handicap. Peut-être pas les handicaps dont vous avez le plus souvent l'habitude d'entendre parler, puisqu'ici, on va parler d'infirmité motrice cérébrale. Alors, je précise tout de suite, je vais forcément faire un certain nombre de raccourcis dans ma présentation. Ce n'est pas une présentation qui a une vocation d'exactitude médicale, pardon. L'idée, c'est de décrire de manière générale l'ensemble des pathologies concernées pour que tout le monde puisse bien comprendre le sens de la solution sur laquelle on travaille. Donc, je disais, les infirmités motrices cérébrales, ce sont en fait des pathologies provoquées par des lésions cérébrales qui apparaissent lors du développement d'un nourrisson. La plupart du temps, ça apparaît lors de la grossesse, mais on observe aussi des cas à cause d'accouchements difficiles ou d'accidents post-nataux. Pour vous donner une idée générale, c'est qu'une grande partie de ces personnes-là, 40%, sont des personnes nées prématurément. Aujourd'hui, ça concerne plutôt 2,5 naissances sur 1000, et on considère qu'il y a 125 000 personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale en France. Alors ça, c'est un chiffre qui est un petit peu complexe à analyser, dans le sens où les infirmités motrices cérébrales sont très variables d'une personne à l'autre, tant dans leur forme que dans leur sévérité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui va simplement présenter des troubles de l'élocution ou des troubles de la vision, alors que d'autres vont être complètement paralysés, incapables de parler ou même de déglutir.
Donc, pour vous imager un petit peu, vous illustrer plutôt la diversité des handicaps qui sont générés par les infirmités motrices cérébrales, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, 1 personne sur 3 atteinte ne peut pas marcher, 1 sur 2 vit avec une douleur chronique, 1 sur 5 ne peut pas parler, 1 sur 10 possède de sérieux troubles de la vision et 1 sur 25 de sérieux troubles de l'audition. Nous, les personnes avec lesquelles nous allons travailler, ce sont les personnes les plus sévèrement atteintes, ceux dont les troubles provoqués par cette pathologie vont empêcher l'emploi de solutions de déplacement classiques. Ce qu'on entend par classique, c'est typiquement le fauteuil roulant manuel. Si vous avez des troubles moteurs qui vous empêchent d'utiliser vos jambes, la plupart du temps, on peut vous laisser utiliser un fauteuil manuel à l'aide de vos bras. Lorsque vous avez la motricité suffisante au niveau des bras, la force, la coordination et la maîtrise nécessaires, vous pouvez utiliser le fauteuil roulant manuel. Si cette motricité n'est pas suffisante, alors il existe le fauteuil roulant électrique. Sauf que ça implique un certain nombre de choses. Un fauteuil roulant électrique, c'est en moyenne 150 kg pour un fauteuil adulte. C'est une motorisation suffisamment puissante pour monter des pentes, passer des trottoirs, aller, et tout ça jusqu'à 10 km/h. En considérant les 150 kg, ce qui fait que toute erreur de pilotage avec un fauteuil roulant électrique peut s'avérer extrêmement dangereuse, hein, tant d'un point de vue humain pour la personne qui est dedans, que pour la santé de son entourage, ou même matériel pour les infrastructures environnantes. Et donc, quand on considère des cas d'infirmité motrice cérébrale suffisamment sévères, où les individus ont présenté des troubles visuels, des troubles cognitifs et des troubles de la commande motrice associés aux troubles moteurs, eh bien, on comprend que la conduite d'un tel engin devient très dangereuse. Et c'est pour des raisons de sécurité que le corps médical, à l'heure actuelle, préfère interdire d'accès au fauteuil roulant électrique pour les personnes considérées comme trop handicapées pour l'utiliser de manière sécurisée. Donc ça entraîne une situation de ce qu'on appelle déplacement passif. C'est-à-dire que les personnes vont être la plupart du temps en fauteuil roulant manuel, mais poussées par une tierce personne, que ce soit un aidant médical ou l'entourage. Et ceci, c'est une situation qui n'est pas acceptable, parce qu'aujourd'hui, toutes les études médicales du domaine convergent vers la même conclusion, à savoir que la capacité de se déplacer de manière autonome, de se mouvoir selon son libre arbitre, d'aller où on veut, où on le souhaite et quand on le souhaite, eh bien ça, c'est directement lié au développement intellectuel, personnel, social et culturel et de toute personne, qu'elle soit handicapée ou non. Et c'est en partant de ce constat, et pour les personnes atteintes de troubles dont je vous ai parlé juste avant, que depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, une thématique de recherche a émergé et consiste à développer des systèmes pour sécuriser l'emploi de fauteuils roulants électriques. Donc on appelle ça fauteuil roulant sécurisé, intelligent, augmenté, assisté, parfois, ça dépend de ce qu'on lit dans la littérature du domaine. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire dans notre équipe de recherche. Alors, un point important avant que je vous présente la solution que nous développons, c'est de noter qu'il est crucial de faire en sorte que les utilisateurs aient vraiment un maximum d'autonomie. L'idée, ce n'est pas de construire un système qui leur permette de se déplacer d'un point A à un point B en enclenchant un bouton et le fauteuil se déplace tout seul. L'idée, c'est vraiment que ce soit l'utilisateur qui soit maître de ses choix, qu'il aille où il veut, encore une fois, et quand il le veut, juste qu'il puisse le faire sans se mettre en danger. Donc, le système sur lequel nous travaillons est un dispositif optoélectronique qui confère à peu près à n'importe quel fauteuil roulant électrique du commerce des fonctions d'anti-collision et des fonctions d'anti-dénivelé. En ce qui concerne l'anti-collision, c'est un système qui permet au fauteuil de ralentir progressivement dans la direction d'un obstacle. C'est-à-dire que plus le fauteuil se rapproche d'un obstacle et plus il est ralenti. Mais cela uniquement dans la direction de l'obstacle. Les directions non obstruées, elles, pourront être prises à vitesse normale. Un point important pour l'anti-collision, la vitesse diminue progressivement jusqu'à atteindre une vitesse minimale non nulle à laquelle les collisions n'entraînent pas de dégâts. Pourquoi est-ce qu'on garde une vitesse minimale non nulle et qu'on n'arrête pas tout simplement le fauteuil ? Eh bien, les utilisateurs de fauteuils roulants électriques, dans leur quotidien, sont amenés à rentrer en contact avec leur environnement, à devoir aller proche des choses. Quand ils sont dans des milieux restreints, pour accéder aux toilettes, pour accéder à la table à manger,
etc. Dans la vie quotidienne, on se doit d'aller au contact de son environnement. Ce qu'il est important, c'est de pouvoir le faire en contrôle et sans générer de collisions dangereuses. Pour ce qui est de l'antidénivelé, là, l'idée, c'est d'empêcher le fauteuil de tomber de plus haut qu'une certaine hauteur. L'exemple classique qui nous est remonté par les centres spécialisés avec lesquels on travaille, c'est lors de sorties extérieures de ces centres, les jeunes en fauteuil vont longer le bâtiment sur le trottoir et en fait, dans des cas de manque de contrôle ou de stress parfois, il y a des fauteuils qui commencent à basculer du trottoir depuis la partie haute. Un autre cas plus dangereux mais plus rare, c'est la chute du fauteuil dans des escaliers. Dans ces deux cas, il faut absolument un système qui permette d'empêcher le fauteuil de basculer, et c'est ce qu'on a développé. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de réduire la vitesse du fauteuil, mais bien de l'arrêter complètement lorsqu'il s'approche du dénivelé. Et toujours une fois, uniquement dans la direction du dénivelé, c'est-à-dire que toutes les commandes qui nous éloignent du dénivelé, elles, sont autorisées. Puisque même si on réduit une vitesse minimale, même si on va dans le dénivelé, eh bien, on y va quand même. Alors, ces deux fonctions, elles sont régies par un certain nombre de contraintes pour autoriser un bon fonctionnement de notre système. Je vous ai résumé ici 4 grosses contraintes qui sont en permanence prises en considération lorsqu'on développe notre système. La première, c'est une robustesse de nos capteurs à tout environnement. Tout environnement, c'est-à-dire que les capteurs doivent être fonctionnels en intérieur, en extérieur, qu'il fasse plein soleil, nuit, qu'il bruine, qu'il pleuve, etc. Qui plus est, il faut qu'ils soient suffisamment robustes en cas de contact. Même s'ils sont censés limiter ces contacts, le système n'est pas toujours abîmé, et puis les contacts, des fois, viennent depuis l'extérieur. Donc, il faut que les capteurs soient suffisamment robustes mécaniquement et qu'il y ait une possibilité qu'ils se détachent pour se démonter plutôt que de se casser. Qui plus est, notre système est branché directement sur la batterie du fauteuil. Et pour ceci, on se doit du coup de limiter la consommation électrique de notre dispositif pour ne pas limiter l'autonomie en déplacement du fauteuil. J'en ai déjà un petit peu parlé, je reviens dessus. Dans une logique économique évidente, le handicap représentant pour la personne concernée et pour sa famille déjà un grand coût, il est important d'avoir un système qui soit compatible électroniquement et mécaniquement avec l'ensemble des fauteuils du marché. L'idée, c'est de ne pas créer un fauteuil unique assisté de capteurs, mais plutôt de créer un système de capteurs qui puisse se fixer à peu près sur n'importe quel fauteuil. À l'heure actuelle, on a quelque chose qui est compatible avec 90% des fauteuils en vente, donc les plus grosses marques, ce qui est assez satisfaisant, les 10% restants étant des petites marques assez spécialisées. Donc électroniquement, on remplit à peu près le contrat. Mécaniquement, en fait, on adapte notre solution à chaque fauteuil auquel on a été confronté. Pour l'instant, on n'a pas recensé de problème à ce niveau-là. Donc même si on n'a pas encore équipé tous les types de fauteuils possibles et imaginables, on est assez serein sur cette implémentation. Et enfin, il faut que le système soit compris dans l'encombrement du fauteuil. C'est-à-dire qu'on est sur une population de personnes qui présentent déjà des complications pour naviguer sereinement. Alors, il est important de ne pas venir compliquer davantage cette navigation en rajoutant le dispositif et en augmentant la largeur du fauteuil ou la hauteur, par exemple. C'est pourquoi les fauteuils, le système se devra d'être vraiment compris dans la largeur et dans la hauteur du fauteuil et qu'il ne dépasse de nulle part. Voilà pour les principes philosophiques généraux, je dirais. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans la technique. Donc là, je vais vous présenter les différents capteurs qui sont employés pour notre système. Tout d'abord, sachez qu'il n'existe pas dans ce monde de capteurs considérés comme parfaits. Chaque capteur présente des conditions dans lesquelles il est plus opérationnel que d'autres et des conditions dans lesquelles il n'est tout simplement pas pertinent. Peu importe le prix du capteur, il y aura toujours des domaines où il sera bon et d'autres où il sera moins bon. Quand on commence à regarder les capteurs et qu'on commence à les étudier pour savoir lesquels va-t-on utiliser, on se rend compte que la plupart des choses qui existent sur le commerce sont qu'on peut considérer comme des capteurs un peu généralistes, justement parce qu'il y a une logique commerciale derrière, et qui dit généraliste dit à peu près bon à tout, et donc forcément dans les cas un peu précis, un peu complexes, pas très bon. C'est la raison pour laquelle 2 des 3 capteurs que nous utilisons ont été spécialement développés en interne de notre équipe de recherche.
Alors, l'équipe de recherche, elle ne travaille pas que sur ce fauteuil, elle travaille aussi sur la canne blanche électronique pour déficients visuels. On pourra en discuter par la suite si vous le souhaitez. Et donc, typiquement, l'anticollision est assurée pour la très grande majorité des cas, avec plus de 95% des détections, par un proximètre infrarouge, conçu donc par l'équipe de recherche. Et pour les quelques cas, les quelques situations où ce proximètre n'est pas pertinent, à savoir lorsqu'il s'agit d'obstacles fins et foncés, qui sont compliqués à détecter car ils renvoient moins d'énergie, on a un sonar ultrason du commerce qui est un peu en backup et qui vient protéger les manquements de ce proximètre. De plus, pour la détection des dénivelés, on a un télémètre à triangulation laser à 3 faisceaux que je vous présente immédiatement après, qui a lui aussi été conçu en interne de l'équipe. Alors, ici, je vous représente la disposition de nos faisceaux autour du fauteuil. Donc là, ce sont représentés les faisceaux des proximètres infrarouges sur tout le pourtour du fauteuil. Donc, je vous le dis tout de suite, l'arrière n'est pas représenté, car il n'est tout simplement pas encore implémenté. Non pas qu'il y ait une difficulté particulière, mais que dans un souci de priorité, on a souhaité finaliser la preuve de concept pour l'avant et les côtés du fauteuil, et après on étendra ce système à l'arrière, bien entendu, les déplacements en marche arrière étant suffisamment rares pour ne pas être prioritaires pour le moment. Donc on a le proximètre infrarouge, et comme je vous le disais, en backup, on a les faisceaux ultrasons. Voilà pour ce qui est de l'anticollision. Et selon le capteur qui va détecter l'obstacle, eh bien, ça sera la direction dans laquelle le fauteuil sera ralenti, vous l'aurez compris. Toutes les autres où il n'y aura pas d'obstacle, il pourra se diriger à vitesse normale. Pour l'antidénivelé, vous le voyez, nous avons 2 télémètres à 3 faisceaux, donc un de chaque côté. De la même manière, ici, uniquement la partie frontale est représentée. Il s'agira d'un dédoublement ou d'un triplement pour protéger l'arrière et les côtés arrière. Cette ligne de point laser, elle protège tout l'avant du fauteuil, mais si vous regardez bien, les 2 points les plus excentrés de cette ligne, en fait, dépassent même un petit peu de la largeur du fauteuil. Ça, c'est important, car lorsque l'on est en train de longer un trottoir, typiquement, si le fauteuil se dirige très lentement vers le bord du trottoir, c'est important d'avoir un point un peu excentré de la largeur du fauteuil pour que ce point soit sur la chaussée avant la première roue du fauteuil, et donc que l'on puisse arrêter le système avant que la première roue du fauteuil n'ait basculé. Deuxième petite remarque intéressante, la position de ce capteur et l'incidence des rayons vers le sol est régie par un compromis physique sur lequel on n'a pas beaucoup de moyens d'action, dans le sens où le fauteuil fait 150 kg. Quand il roule à une certaine vitesse, et ben, quand on ordonne au système de s'arrêter, forcément avec l'inertie, il va avancer de quelques centimètres, voire quelques mètres s'il roule à haute vitesse. Donc, la logique, c'est de dire, plus on regarde loin, et plus le système peut aller vite, parce que plus on aura de temps pour s'arrêter. Cependant, plus on va regarder loin, et plus les faisceaux vont posséder un angle d'incidence vers le sol faible, ils vont être très rasants, et plus les faisceaux seront rasants, et plus on va perdre en résolution spatiale pour analyser les différences de dénivelé au sol. Étant donné que nous, on a une contrainte, c'est de pouvoir différencier le bateau d'un trottoir de la partie haute d'un trottoir, c'est-à-dire différencier ce qui est acceptable de ce qui est dangereux. On est obligé d'avoir une résolution spatiale suffisante, et la limite, après quelques tests que l'on a trouvés, c'est celle qui est représentée sur ce schéma. Cette limite, elle nous permet de rouler jusqu'à 3 km/h en ayant le temps de s'arrêter confortablement après avoir détecté un dénivelé jugé dangereux. On pourrait considérer que 3 km/h, c'est une vitesse relativement faible, mais on s'adresse à une population qui, sans système, n'a pas la possibilité de se déplacer de manière autonome. Donc, entre le pas de déplacement et le déplacement autonome à 3 km/h, ce qui correspond à peu près à une vitesse de marche humaine et donc autorise une promenade en groupe, ça représente une différence non négligeable. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté le système, je vais vous montrer une vidéo avec les résultats. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir un de mes collègues, Aziz, qui est non-voyant depuis quasiment la naissance. Alors, il n'est pas handicapé, mais il a handicapé moteur, pardon, mais il a accepté de se prêter à l'exercice et de se mettre dans le fauteuil. Ce qui est intéressant, c'est que sa cécité permet de générer des erreurs de pilotage un petit peu naturelles et nous permet de confronter le dispositif à un emploi qui est proche de ce qu'il serait concrètement par une personne réellement en situation de handicap moteur et visuel. Donc, je lance la vidéo. Ce qui est représenté, c'est des situations
classiques qui nous sont régulièrement remontés et qui posent problème la plupart du temps. Donc, le plus emblématique de tous, c'est forcément le fait de pouvoir longer un trottoir en toute sécurité, comme je le disais en introduction. Tant que le fauteuil se dirige dans une direction qu'on va juger sécurisée, donc tout droit sur le trottoir, il accepte d'avancer. Et puis dès que le fauteuil va s'excentrer de la direction sécurisée et se rapprocher trop d'un bord ou de l'autre du trottoir, il va s'arrêter et à nouveau, les seules directions autorisées seront celles qui l'éloignent du danger. Comme vous pouvez le voir ici à différentes reprises. Et une fois qu'il a retrouvé la bonne direction, ça avance à nouveau. Le deuxième cas, c'est de l'anticollision. Là, l'utilisateur accélère en permanence. Il ne sent pas venir la personne qui traverse. Il n'a jamais arrêté d'accélérer. C'est le fauteuil qui a ralenti pour lui. Encore là, une illustration d'anti-dénivelé. On a le fauteuil, hop, qui est censé foncer dans l'escalier. Donc, vous pouvez bien vous concentrer sur la main d'Aziz. À chaque fois qu'il avance vers le dénivelé, le fauteuil refuse. Les seuls choix qui lui sont laissés sont de reculer ou de tourner pour s'éloigner du dénivelé. Voilà. Le prochain cas, c'est une illustration de l'anticollision. Donc là, j'ai essayé un petit peu de le piéger. Je lui ai dit, traverse le hall sans le prévenir que j'avais mis un obstacle sur sa trajectoire. Bon, Aziz, il me connaît, hein, il sait que je lui préparais un mauvais coup. Donc il y va un peu doucement. Là, il sent le mur, il commence à avancer et très rapidement, il sent que le fauteuil ralentit progressivement dans la direction frontale. Et donc, il a compris qu'il y avait quelque chose devant et il va scanner son environnement jusqu'à trouver une direction où la vitesse n'est pas ralentie et la prendre. Et enfin, les 3 derniers exemples, ce sont des exemples de passage de porte, qui est une fonction qui nous est aussi régulièrement demandée par les centres spécialisés, puisque c'est une situation qui occasionne beaucoup de frottements, de raclements des fauteuils quand c'est un petit peu mal pris. Enfin, mal pris, l'utilisateur prend mal le virage, prend mal la porte. Et donc là, il y a 3 exemples. Un passage de l'intérieur vers l'intérieur, un passage de l'intérieur vers l'extérieur, comme vous le voyez ici. Et après, un passage de l'extérieur vers l'intérieur. Ceci pour vous illustrer la robustesse des capteurs en toutes conditions, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et là, typiquement, en plein soleil. Ce qui est important, je tiens à le noter, car la plupart des capteurs commerciaux qui utilisent l'infrarouge ne sont pas fonctionnels en plein soleil à cause de l'offset que rajoute la composante infrarouge du soleil. Voilà, on va laisser Aziz terminer de rentrer. Alors, une fois qu'on a vu voilà, ces petites vidéos de démonstration, on va discuter de où est-ce qu'on en est désormais et quel avenir existe-t-il pour ce projet. Eh bien, sachez que la démonstration que vous venez de voir est celle axée autour d'un prototype, un petit peu généraliste, qui permet de conférer des fonctions d'anticollision et d'anti-dénivelé. Récemment, nous avons été en contact avec un jeune lycéen de 18 ans qui aurait besoin que l'on adapte notre système à son cas spécifiquement. Donc, c'est une association de chiens guides pour aveugles à l'origine qui nous a contactés, qui avait eu connaissance de son cas. Donc, c'est un étudiant qui est atteint d'une maladie orpheline qui provoque d'une part une perte de sa vision. La dernière fois que nous l'avons rencontré, il était considéré en cécité légale, et qui entraîne surtout une perte de sensibilité de ses membres. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en dessous de son cou ne sera pas ressenti. Donc, ni les contacts, ni la douleur, et donc forcément, tout ce qui a trait à la proprioception, la capacité de déplacer ses jambes et ses bras comme il le souhaite, vont être de la même manière affectés. Donc, le déplacement se fait forcément en fauteuil roulant, que lui-même ne peut pas déplacer tout seul. Donc, il est scolarisé au lycée à l'heure actuelle. Il a qu'un an de retard simplement, et il est accompagné de 2 AVSI, 2 assistants de vie scolaire individuels, avec lui au quotidien. Le but de notre travail et de l'adaptation de notre système à ce jeune lycéen, c'est le premier objectif d'essayer de le rendre autonome en interne de son lycée. C'est un endroit où il est très régulièrement et qui, après plusieurs visites et tests de notre part, nous semble accessible dans un premier temps d'être sécurisé. Après, il sera question de rendre accessibles les déplacements aux abords de son domicile pour qu'il puisse
aller visiter son frère qui habite pas loin ou aller chercher le pain tout seul, par exemple. Il est à noter que ces deux situations devront toujours se faire sous surveillance d'un adulte responsable capable d'intervenir sur les commandes en cas de problème. Et ça me permet une transition vers la chaire, en fait, puisque les tests que nous avons réalisés avec ce jeune homme nous ont permis de convaincre l'association de nous financer 1 an et demi pour adapter ce dit système. Et ce financement se fait dans le cadre de la chaire que je vous présente juste après cette slide, et c'est la dernière technique, entre guillemets, qui traite des perspectives d'évolution technique de notre système pour avoir quelque chose de réellement fonctionnel dans ce cas précis. Le premier point prioritaire à traiter, c'est d'améliorer la robustesse de notre capteur antidénivelé. Si le fonctionnement global est acquis et acceptable, notre capteur présente encore trop de faux positifs, c'est-à-dire qu'il discrimine mal la différence entre un dénivelé dangereux et une pente douce qui va normalement ne pas être dangereuse, mais pour le capteur va être considérée comme dangereux. Une autre situation problématique, ça va être sur des sols un petit peu chaotiques. Sur le plateau de Saclay, ici, on a beaucoup de travaux, donc il y a à plusieurs endroits les trottoirs abîmés, il y a d'autres endroits où il y a des graviers, ou même devant le PUIO, il y a des grilles au sol. Toutes ces situations vont générer du bruit pour le fauteuil, des vibrations qui vont se répercuter sur le capteur et qui vont lui faire générer des faux positifs et ralentir l'avancée du fauteuil, car il considérera que c'est une situation dangereuse alors que ça ne l'est pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose à régler. Le deuxième point important, c'est de traiter les obstacles en hauteur. Tout ce qui est à hauteur de visage pour quelqu'un en fauteuil roulant. Je vous explique, dans le lycée de notre jeune étudiant, il y a des couloirs très larges et depuis le premier étage, au milieu de ce couloir, il y a un escalier qui monte au deuxième étage. Il est possible de contourner cet escalier et on se retrouve, là, il faut regarder le petit schéma que je vous ai fait, après l'avoir contourné, on a la possibilité finalement de passer en dessous de l'escalier. Si jamais notre étudiant, dans un moment de désorientation, se retrouve à passer sous l'escalier et qu'il y passe à une hauteur où sa tête puisse se cogner, bon, ça devient très problématique. Il faut donc ajouter un système qui nous permette de détecter cette hauteur et d'empêcher le fauteuil d'y aller. Le pare-choc électronique, ça c'est un ajout spécifique à ce cas de perte de sensibilité, dans le sens où, comme je vous le disais, pour l'anticollision, le fauteuil ralentit jusqu'à une vitesse minimale non nulle. Ici, notre utilisateur n'est pas à même de ressentir les contacts et la douleur correctement. Donc, s'il entre en collision très doucement avec son environnement, il peut arriver qu'il ne s'en rende pas compte. Et donc, de continuer d'avancer, et même très doucement, le fauteuil, ça a une certaine force, et ça pourrait tordre un petit peu ses jambes ou écraser des choses. Et donc, dans ce souci-là, il faut qu'on ajoute, et on est en train de le faire, un système qui alarme avec un signal sonore l'utilisateur qu'il est en contact avec quelque chose, ou dans les pires cas, arrête les commandes du fauteuil. Et enfin, le dernier point à ajouter, qui est plus, entre guillemets, utilitaire, c'est un petit système de reconnaissance d'image qui lui permettent de s'orienter dans une grande infrastructure. Typiquement son lycée, placer un certain nombre de signes distinctifs sur les différentes portes importantes pour lui, donc sa salle de cours, l'infirmerie, les toilettes, la direction, etc. Et que, avec un petit algo de traitement d'image, on soit capable de reconnaître ces portes et de les annoncer à haute voix. Pareil que dans les cas où il serait un petit peu désorienté, il puisse retrouver facilement des points de repère. J'en finis donc avec la présentation du système de sécurisation et je fais la transition avec la chaire. Donc, comme je vous le disais, la chaire, elle a été créée à l'origine autour de ce projet, de celui que je viens de vous présenter. Donc, son origine, elle se trouve au milieu du premier confinement. Donc, c'est avec René, à la suite de nos travaux, comme je vous le disais, on a eu ce financement. Et donc, on a cherché une structure qui nous permettait de recevoir d'une part ce financement, mais en plus de mener à bien nos recherches. Yves Bernard, le directeur de l'école avec lequel on interagit régulièrement et qui nous suit aussi régulièrement, puisqu'il a notamment été le directeur le président de mon jury de thèse, on lui a fait part de nos interrogations et c'est ensemble que nous avons conçu cette structure universitaire de recherche affiliée à Polytech qui permet de recevoir différents dons, que ce soit depuis des associations ou des fondations du milieu du handicap ou de manière plus générale de la part d'entreprises qui souhaitent travailler pour la cause du handicap.
Donc, à l'heure actuelle, nous sommes installés au PUIO, au premier étage de l'LC, si vous voulez passer nous voir. Et la logique de cette chaire, en plus de mener à bien nos recherches, c'est aussi de participer un petit peu à la vie de Polytech, à savoir participer aux projets étudiants, en proposer, en encadrer certains, mais aussi mutualiser nos connaissances et notre matériel avec essentiellement la plateforme du PUIO, qui se reconnaîtront. Bon, à l'heure actuelle, c'est plutôt eux qui mutualisent leurs connaissances et leur matériel avec nous. Bon, j'espère bien que ça s'inverse passé un certain temps. Et donc, si je dois résumer de manière générale les objectifs de cette chaire, c'est de mettre à profit les compétences d'ingénieurs, de chercheurs, des enseignants et des techniciens de l'école et de l'université plus largement, pour développer des dispositifs innovants, technologiques, pour améliorer l'autonomie et le quotidien de personnes en situation de handicap. Donc, on a plusieurs projets dans les tiroirs. Il y en a 2 qui sont en cours. Le principal, qui est celui que je vous ai présenté aujourd'hui, et un second qui est en train d'être formalisé. Donc, c'est un partenariat avec l'entreprise OnePoint qui a parrainé une des promotions, je crois que c'est la promotion qui est sortie cette année, de Polytech, et qui aujourd'hui, avec nous, va faire ce qu'on appelle du mécénat de compétences, et donc nous prêter en quelque sorte quelques ingénieurs pour développer une application destinée aux personnes sourdes aveugles. Donc les personnes sourdes aveugles, elles ne peuvent forcément ni lire ni entendre, donc c'est très compliqué pour elles de communiquer. Elles sont souvent dans une situation un peu d'isolement. Donc là, l'idée, très brièvement, on pourra en discuter si vous intéresse derrière, c'est de développer une appli qui traduise automatiquement la voix de quelqu'un en braille sous les doigts de l'utilisateur. Donc c'est une appli qui utilise un smartphone qui fait de la reconnaissance vocale, et derrière, ça envoie ça dans une tablette braille sous les doigts d'un utilisateur sourd aveugle. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et eh bien, je suis ouvert à vos questions. Merci Clément, vraiment très belle présentation, très claire. Merci. Qui montre une implication dans un domaine vraiment touchant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je regarde dans le chat. Merci. Il y a des remerciements. Est-ce qu'il y aurait des questions? Très bien, c'est que c'était parfait. Alors, c'était très clair. Alors, la question, tu arrives à la lire? Je vois 17, un capteur par direction. Un capteur par direction, alors pas exactement. Je vais remettre le partage d'écran et je vais aller à la slide 17 parce que je ne l'ai plus trop en tête, ça doit être la disposition. Ouais, alors, tac. Alors, un capteur par direction, pas exactement. Alors, pour rentrer dans le détail, enfin, oui, finalement, chaque faisceau détermine une direction. Et ben, si moi, dans le système, je vois que j'ai un obstacle qui attrape un faisceau, bon, je sais à peu près où il est. Après, bon, là, je ne sais pas si c'est correctement représenté en termes d'échelle, mais il faut savoir que chaque faisceau fait en moyenne 50 cm de largeur et qu'en fait, la plupart du temps, les obstacles, quand ils sont dans l'environnement proche, vont croiser 2 à 3 faisceaux simultanément. Donc, ça nous donne une approximation de la direction dans laquelle se situe l'obstacle. Et forcément, plus on se rapproche de l'obstacle, et plus on a de précision, parce que les faisceaux, ils s'élargissent au fur et à mesure de leur propagation. Et donc, quand on est très proche, c'est là où les faisceaux sont le plus fins, et donc c'est aussi là où un obstacle va croiser le moins de faisceaux. Typiquement, l'application qui demande le plus de précision dans la direction, ça va être les passages de porte, où là, en fait, on regarde à la fois ce que va donner tous les capteurs infrarouges, mais aussi tous les capteurs ultrasons. Et vraiment, on va essayer de déterminer de quel capteur le battant de la porte est le plus proche. Donc, si on sait qu'on a un petit peu de traviole par rapport à la porte, il y en a les capteurs de droite vont donner une valeur plus faible que les capteurs qui vont être à gauche et donc qui vont avoir, je ne sais pas si c'est très clair, le battant de la porte un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on est capable un peu de déterminer où est-ce que la direction est autorisée ou non. Il faut savoir, alors ça ne se voit pas
extrêmement précisément sur cette direction, sur cette disposition-là représentée. Mais si vous regardez les deux faisceaux les plus au centre de la partie frontale, en fait, ils sont légèrement vraiment inclinés vers l'intérieur du fauteuil. Ils sont décalés de 20 degrés vers l'intérieur. De telle manière à ce que quand le fauteuil est parfaitement aligné avec une porte pour la franchir, en fait, ces deux faisceaux passent au milieu de la porte et donc, eux ne détectent aucun obstacle. Et ça, c'est une information qui est très forte pour nous, de se dire, il y en a qui captent quelque chose et il y en a qui sont plus au centre et qui ne captent rien. Et donc, ça nous permet vraiment de déterminer où est-ce qu'il y a un passage, d'où est-ce qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit laïus là-dessus. Ce qui est vraiment important, nous, dans notre situation, c'est de détecter les passages. En fait, plus que les obstacles, c'est surtout la détection de passages qui est importante. Pourquoi je dis ça? Parce que détecter précisément les obstacles, ça veut dire souvent un capteur très précis qui va me donner une valeur au millimètre ou au centimètre près de la position de cet obstacle dans mon espace. Or, là, on est dans une logique de déplacement et donc plus d'évitement d'obstacles. Si je fais une analogie rapide avec la vision humaine, pour vous déplacer, vos yeux ne sont pas capables de mesurer la distance exacte qui vous sépare de quelque chose. Je regarde devant moi, je vais avoir une rangée de chaises. Bon, je vais dire à peu près, c'est entre 2 et 3 mètres, sans savoir exactement la distance de cette chaise. Plus je vais m'en rapprocher, plus je vais avoir une vision précise de la distance de cette chaise, mais sans jamais connaître la position exacte de cette chaise en termes de centimètres ou même de dizaines de centimètres, je vais être parfaitement capable de la contourner et de l'éviter sans la toucher. Et c'est exactement le principe des capteurs que nous utilisons. Ce n'est pas forcément d'avoir une information exacte de ce qu'on a, mais plutôt très robuste et qui devient de plus en plus précise au fur et à mesure que l'on se rapproche. Voilà. Voilà pour la question, la réponse un peu fleuve. Désolé. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, moi, j'ai une question sur le type de développement exactement que tu mènes. Est-ce que c'est vraiment le développement de capteurs eux-mêmes avec des circuits comment dire, très homemade, etc. Ou c'est en fait ta brique de base, c'est le capteur, et puis tu mets différents types de capteurs et tu obtiens la fonctionnalité que tu veux à la fin. À quel niveau tu interviens vraiment dans ton quotidien de recherche, de développement? Je vais aussi refaire une réponse un peu fleuve. Les capteurs, donc les deux capteurs développés en interne de l'équipe de recherche, sont des capteurs développés moi, avant que j'arrive avec ce projet fauteuil. C'est à l'origine pour la canne électronique pour déficients visuels. Donc René Farcy et son équipe. Après, il a été forcément question d'adapter ces capteurs au fauteuil. Donc le capteur, la carte électronique, elle est faite chez nous et donc elle est aussi modifiée chez nous pour pouvoir se connecter au fauteuil. Grosso modo, si je dois résumer les choses un peu simplement, on gère tout de bout en bout. C'est-à-dire que ce qui va récupérer les données, c'est une carte électronique que je vais concevoir derrière, que je vais coder ou dont on va commander les pièces et la souder forcément. Puis pareil pour la carte mère qui récupère les données, c'est aussi une carte qu'on gère nous-mêmes. Les capteurs, toute l'intégration mécanique qui est faite, c'est aussi en interne de l'équipe qu'on le fait, puisqu'on utilise une imprimante 3D pour le moment. Donc, c'est des plans qu'on fait nous-mêmes, sur mesure pour nos capteurs qui sont eux aussi sur mesure. Pour l'heure, étant donné qu'on adapte un petit peu au cas par fauteuil, c'est une adaptation mécanique aussi au cas par cas. On n'est pas encore du tout dans une logique, je dirais, pré-industrielle où on se doit de réfléchir à faire des choses en série. Mais bon, avec le temps, on tend à faire des choses de plus en plus robustes. Donc, au quotidien, il va y avoir beaucoup d'électronique, forcément, hein, tant analogique dans la constitution de cartes que de l'info-indus pour les coder, pas mal de code, du coup. Beaucoup de mécanique aussi, forcément, pour l'embarquement de ces capteurs. Et bon, il y a forcément aussi une petite partie d'optique et de test, forcément en conditions réelles, de comment on va orienter nos capteurs selon telle situation, telle orientation, qu'est-ce qu'elle nous amène comme information. Est-ce qu'on change l'orientation, est-ce qu'on change le code ou est-ce qu'on change le capteur? Voilà. Donc
il y a grosso modo un petit peu tout à gérer. C'est ce qui en fait un projet intéressant, à vrai dire. Et pour finir là-dessus, là, on a lancé le chantier du développement d'un nouveau capteur, qui serait une évolution du capteur 3 laser, justement, qui permettrait de contourner un certain nombre de problèmes de ceux que j'ai présentés dans la présentation, les limites du capteur anti-dénivelé. Donc là, je pense que j'aurai plus la chance de mettre la main à la pâte dans la construction de ce capteur-là, parce que pour l'heure, moi, je suis vraiment arrivé à la fin de la construction, dans l'équipe, hein, à la fin de la construction du capteur 3 laser, et donc j'ai juste participé à son adaptation au fauteuil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Alors, je voudrais mentionner le fait que j'ai fait une grosse erreur de manipulation qui a en fait définitivement sorti du séminaire Estelle Nicolas et Corinne Legros. Et Corinne a voulu se reloguer. J'ai essayé de voir avec elle à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Donc, heureusement, nous avons l'enregistrement. Parfait. Alors, moi, j'ai une dernière question concernant la chaire et les financements. Donc, pour l'instant, tu as mentionné un industriel donc, qui vous suit sur le cas particulier du jeune lycéen, là. Alors, non, ça, c'est pas un industriel, c'est une association. Une association, oui. Ouais. Enfin, ouais, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une fondation qui appartient à une association, bref. Et est-ce qu'il y aurait des industriels industriels Oui, bah alors, pour le coup, lorsqu'on a créé la chaire, il y a eu forcément des publications sur les différents réseaux, notamment LinkedIn. Et suite à ça, bah, il y a eu pas mal de responsables partenariats, je dirais, de différentes entreprises qui sont venus prendre contact ou avec l'école ou avec moi directement pour discuter un petit peu de collaboration possible. Le schéma un petit peu classique, bon, si je rentre un peu dans les détails, c'est l'industriel ou la fondation de cet industriel qui vient financer un projet ou une partie d'un projet, ou dans d'autres cas, faire ce qu'on appelle du mécénat de compétences et donc prêter des ingénieurs. Et c'est ce qu'on est en train là, de formaliser, ce que je disais avec l'entreprise OnePoint, qui, elle, a entendu parler de nous sur LinkedIn, est venue nous contacter, enfin d'abord Yves qui m'a transféré après le contact, et qui a été intéressé par le projet qu'on avait là de traduction reconnaissance vocale braille pour sourds aveugles. Et donc, avec eux, on est en train de formaliser, de toucher du doigt le partenariat. Et donc, ça va commencer avec 3 mois de collaboration où on aura un ingé du coup de cette entreprise qui sera codé en iOS, parce que bon, dans l'équipe, nous, on n'a pas beaucoup de connaissances là-dedans, et c'est ce qu'il faut pour ce projet-là, qui va venir du coup nous épauler sur ce projet. Gratuitement, du coup. C'est ça qui est intéressant. En fait, pour être encore plus précis, la chaire, elle permet de recevoir des dons, et ces dons-là sont des dons qu'on peut défiscaliser en partie. Vous savez, comme un don qu'on fait à un parti politique ou à une association ou à une fondation. Et donc là, de la même manière, les entreprises peuvent faire ces dons et en faire sauter 60% des impôts, selon une certaine limite. Donc en fait, il y a souvent un intérêt pour ces entreprises de collaborer avec nous et de faire une espèce de communication positive, étant donné que ça touche au handicap et au milieu universitaire. Et donc voilà. Et le fait d'être associé à Polytech et à Paris-Saclay de manière générale, dans le contexte qu'on connaît, à savoir que notre bon classement au classement de Shanghai, forcément, ça nous avantage encore plus en termes de visibilité. Voilà. Alors, je suis en train d'essayer de donner les droits à tout le monde pour que les gens s'expriment et éventuellement mettent leur micro et leur couper le micro, autoriser le micro. Vous pouvez normalement mettre en route vos micros et vos visios pour qu'on fasse un beau moment de convivialité, éventuellement que vous interveniez en live. Normalement, vous avez tous les droits.
Personne n'y parvient, j'ai l'impression. Alors, je regarde. Ça a fonctionné. Comment? Yves dit que ça a fonctionné. Et vous pouvez aussi mettre votre vidéo? Oui. Bonjour. Comme ça, je vais prendre une petite photo, hein, si tout le monde se branche, enfin ceux qui le veulent. Ça avec brio. Merci pour ce premier séminaire du jeudi. Merci Yves. Je pense que donc vous aurez le lien vers l'enregistrement, mais ça risque de ne pas être tout de suite, peut-être d'ici 1 ou 2 jours. Il sera mis sur la chaîne par Marie, probablement. Moi, je vais voir avec Marie. Ça roule, merci. Merci à tous et surtout merci à Clément et à René. Félicitations pour votre travail. Merci. Et alors, j'oubliais un point important, c'est le prochain séminaire qui aura lieu en décembre et dont on va vous donner la date très bientôt parce que je ne l'ai pas encore sous les yeux. Donc, ce sera un séminaire de vulgarisation également. Et je ne trouve plus la date. Donc, ça va revenir par mail, ça sera diffusé par Corinne. Et nous aurons aussi un autre séminaire en janvier. Merci à tous pour votre présence. Merci Pascal. C'est prévu le 10 décembre. Comment? C'est prévu le 10 décembre. Ah ben voilà, je ne le retrouvais pas. Voilà. Et c'est Emmanuel le 10 décembre ou c'est qui? Non, c'est Guillaume. Ah, c'est Guillaume. Guillaume Dupuis. D'accord. Merci Corinne. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous.